Bonjour à tous. À la une de l'actualité. Minuit à Niamey, le mercredi 28 janvier 2026. Alors que la capitale nigérienne s'apprêtait à dormir, le silence a été brutalement déchiré. Des tirs nourris, le grondement sourd d'armes lourdes et des explosions qui ont fait trembler les vitres jusque dans le centre-ville. La zone visée, l'aéroport international Diori Amani. Pendant 2 heures d'horloge, Niamey a retenu son souffle. Ce n'était pas un simple exercice, c'était une démonstration de force. Mais qui était derrière ces détonations et pourquoi viser ce point précis du territoire? Derrière la panique des riverains se cache une bataille pour le contrôle d'une zone qui est devenue en quelques mois le centre nerveux de la défense du Sahel. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dossiers noirs de cette nuit de chaos pour comprendre ce que l'on cherche à nous cacher sur la situation réelle au Niger. Pour comprendre la gravité de l'événement, il faut regarder une carte. L'aéroport Diori Amani n'est plus seulement une piste pour les avions civils, c'est une forteresse. À seulement 10 km du palais présidentiel, il abrite désormais le quartier général de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. C'est ici que bat le cœur de la coopération militaire entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est ici aussi que se trouve la base de drones récemment construite, l'œil de l'armée nigérienne sur le désert. Attaquer l'aéroport, c'est s'attaquer au cerveau de l'AES. En frappant ce secteur, les assaillants ont visé le symbole même de la nouvelle souveraineté sécuritaire du Sahel. Mais il y a un autre secret, bien plus précieux, qui se cache dans les hangars de cet aéroport. C'est l'information que les médias traditionnels effleurent à peine. Selon plusieurs sources concordantes, l'aéroport de Niamey stockerait actuellement d'importantes quantités de minerais d'uranium en attente d'exportation. Dans un contexte de bras de fer mondial pour les ressources énergétiques, l'uranium nigérien est au centre de toutes les convoitises. Est-ce une coïncidence si ces tirs éclatent au moment où les routes d'exportation traditionnelles sont bloquées? Frapper l'aéroport, c'est potentiellement paralyser l'économie du pays et saboter ses nouveaux partenariats commerciaux. La bataille de Niamey n'est pas seulement militaire, elle est énergétique. On ne se bat pas seulement pour des positions, on se bat pour le contrôle de la richesse qui doit financer la révolution du général Abdourahmane Tiani. La réaction des autorités était immédiate dans le ton, mais silencieuse sur les détails techniques. Le général Tiani a pris la parole pour remercier la Russie pour son aide fraternelle et efficace dans la sécurisation du territoire. Mais il est aussi pointé un doigt accusateur, la France. Selon Niamey, ces déstabilisations ne sont pas le fruit du hasard, mais des manœuvres orchestrées depuis l'extérieur pour punir le Niger de ses choix souverains. On assiste à une guerre de communication totale. D'un côté, le Niger affirme avoir déjoué de menaces majeures grâce à ses nouveaux alliés. De l'autre, l'omerta sur le bilan réel de la nuit du 28 janvier alimente toutes les spéculations. L'aéroport est-il toujours opérationnel? Les drones ont-ils été touchés? Le flou artistique qui entoure cet événement est le signe d'une tension diplomatique qui a atteint son point de rupture. Ce qui s'est passé à Niamey est un avertissement pour toute la région. Si le cœur névralgique du Niger peut être pris pour cible pendant 2 heures affilées, qu'en est-il des autres capitales de l'AES? L'état d'alerte maximal décrété dans les camps militaires de la capitale montre que le pouvoir nigérien prend la menace très au sérieux. On ne parle plus de groupes armés isolés dans le désert, mais d'une capacité de frappe qui arrive aux portes du palais présidentiel. 2026 s'annonce comme l'année de tous les tests pour l'Alliance des États du Sahel. La capacité de l'AES à protéger ses points stratégiques, comme l'aéroport Diori Amani, serait le juge de paix de sa survie. La nuit du 28 janvier 2026 restera comme un rappel brutal. Au Niger, la paix est une conquête quotidienne. Entre enjeux de l'uranium, QG de l'AES et jeux d'influence entre grandes puissances, Niamey est devenu l'épicentre d'une lutte qui nous dépasse tous. Mais vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette attaque visait réellement l'uranium ou était une visage politique directe contre l'AES? Le Niger a-t-il raison de pointer du doigt des ingérences étrangères? Le débat est ouvert dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos analyses. Si ce décryptage exclusif vous a permis d'y voir plus clair, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour alerter votre entourage et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite de cette enquête au cœur du Sahel. Je vous laisse avec nos 2 experts pour approfondir les décryptages, on se retrouve très vite. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une nuit de chaos, on peut le dire, à Niamey.
la capitale du Niger. Oui, une nuit très tendue, celle du 28 au 29 janvier 2026. Exactement. La ville a été réveillée par des tirs d'armes lourdes, des explosions. La panique, forcément. On va essayer de décortiquer tout ça. Comprendre ce qui s'est joué et surtout ce que ça nous dit de la situation plus globale dans la région. Alors pour planter le décor, des détonations qui retentissent pendant presque 2 heures. Et pas n'importe où. Juste à côté de l'aéroport international de Niamey. C'est ça. Du coup, la première question, la plus simple, c'est que s'est-il passé exactement? Ok, alors déballons ça. Revenons aux faits, les faits bruts. Peu avant minuit, des tirs éclatent près de l'aéroport Diori Amani. Et les témoignages parlent d'armes lourdes, ce n'est pas une simple escarmouche. Non, c'est une violence assez inouïe, une confusion totale qui a duré une bonne partie de la nuit. Et évidemment, tous les camps militaires de la capitale ont été mis en alerte maximale. Et il y a un détail qui est quand même assez parlant. Lequel? Un avion civil, un Airbus A319 d'Air Côte d'Ivoire, qui était juste stationné sur le tarmac. Il a été criblé d'impacts. Ah oui, c'est vrai. Heureusement, il était vide, pas d'équipage, pas de passagers. Mais bon, on imagine le scénario si... C'est terrifiant, oui. Et puis, au bout de 2 heures, plus rien. Le calme revient. Mais ce qui est presque aussi assourdissant, c'est le silence qui suit. Silence radio complet des autorités. Aucune communication officielle, aucune explication. Rien. Pas de revendication non plus. Et ce silence, ça ouvre la porte à toutes les spéculations. C'est un grand classique. Le temps que les services de sécurité évaluent les dégâts, identifient les assaillants et surtout qu'ils préparent une version contrôlée de l'événement. Oui. Mais ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le choix de la cible. L'aéroport Diori Amani, ce n'est pas juste une piste d'atterrissage, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est un véritable complexe militaro-industriel. Il y a la base aérienne 101 de l'armée nigérienne. D'accord. Il y a aussi une base de drones, toute neuve. Et surtout, c'est là qu'est installé le quartier général de la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Attends, donc c'est le centre de commandement qui coordonne le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Exactement. C'est le cerveau des opérations. Donc ce n'est pas du tout un aéroport civil qu'on a visé. C'est le cœur, le bras armé de toute la stratégie sahélienne. C'est ça. Et en plus, c'est à une dizaine de kilomètres à peine du palais présidentiel. On ne peut pas faire plus symbolique comme cible. Ah oui, quand même. Viser cette zone, ce n'est pas juste une attaque contre le Niger. C'est un message envoyé à toute l'Alliance. C'est une tentative de décapiter ou en tout cas de terroriser la coopération militaire régionale. Alors, la question à 1 million. Qui peut être derrière un coup aussi audacieux? La piste la plus évidente, j'imagine, c'est celle des groupes djihadistes. Ils sont très actifs dans la région. C'est l'hypothèse numéro 1, oui. Que ce soit le GSIM, qui est lié à Al-Qaïda, ou l'État islamique au Grand Sahara. Pourquoi eux en particulier? Parce que ces derniers temps, l'armée nigérienne, elle a vraiment gagné en puissance, notamment grâce à ses moyens aériens, ses drones. Donc, frapper la base, c'est une façon de dire « votre avantage technologique ne vous met pas à l'abri ». C'est une tentative de neutraliser cet atout à la source. Voilà. Mais quand même, attaquer de front une base aussi fortifiée, en pleine capitale, ça semble presque suicidaire. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens pour une opération pareille? C'est une excellente question. Et je pense qu'il faut distinguer l'objectif militaire de l'objectif psychologique. D'accord. Militairement, on peut dire que c'est un échec. Les assaillants ont été repoussés, la base n'est pas tombée, les forces nigériennes ont montré une certaine résilience. Ok. Mais psychologiquement, là c'est une victoire pour eux. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient porter la guerre au cœur du pouvoir, semer la panique dans la capitale. Et frapper un symbole. Exactement, un symbole de la puissance de l'État et de ses alliés. L'objectif, ce n'était peut-être pas de prendre la base, mais de prouver qu'ils pouvaient la toucher. C'est une guerre de perception, en somme. Et dans tout ce brouillard, il y a un autre élément. Un éléphant dans la pièce, si on peut dire. L'uranium ? Oui, l'uranium. Apparemment, d'énormes stocks d'uranium prêts à être exportés étaient entreposés juste à côté de l'aéroport. Oui, des cargaisons qui sont liées à la société française Orano. Et on sait que les autorités nigériennes sont en plein bras de fer avec eux. C'est un élément de contexte qui est capital. Ah oui, la proximité de ces matières nucléaires avec une zone de combat, ça fait froid dans le dos. Du coup, on pourrait se dire que l'uranium était la cible principale, non? Probablement pas la cible directe.
Rien n'indique que les tirs visaient spécifiquement la cargaison, qui d'ailleurs est restée intacte. Et heureusement? Et heureusement, oui, parce qu'un incident aurait déclenché une crise internationale majeure. Mais je ne l'écarterai pas si vite. C'est-à-dire? Le timing de l'attaque, en plein conflit diplomatique et commercial avec Orano, ça envoie un message. C'est une démonstration de la vulnérabilité de ces stocks. C'est une façon de faire monter la pression. D'accord, je vois. Et en parlant d'Orano, l'analyse qu'on a sous les yeux, elle va beaucoup plus loin que ça. Ah oui, Elle ne présente pas Orano comme une simple entreprise. Le terme utilisé, je cite, c'est « le bras économique et stratégique de la France en Afrique ». C'est fort. c'est une perspective radicalement différente, en effet. L'idée derrière, c'est que l'uranium nigérien, ce n'est pas qu'une marchandise, c'est une ressource vitale pour le parc nucléaire français. Une dépendance, en fait. Une dépendance qui, selon cette analyse, aurait poussé la France pendant des décennies à tout faire pour sécuriser son approvisionnement, y compris en soutenant des régimes, disons, peu recommandables. Donc en gros, quand on parle d'Orano au Niger, on ne devrait pas penser à une entreprise, mais à l'État français lui-même. C'est un peu ça. Et ça change complètement la nature du conflit. Ce n'est plus juste un litige commercial sur un prix. Non. Ça devient une confrontation géopolitique directe entre deux États, dont l'un se manifeste à travers une corporation. L'analyse suggère même des manipulations de groupes armés pour maintenir une instabilité qui justifierait une présence étrangère. C'est une thèse assez lourde. C'est une thèse forte, oui, mais elle illustre bien à quel point les enjeux économiques et stratégiques sont complètement imbriqués là-bas. Et pendant que cette relation historique entre le Niger et la France est en pleine crise, il y a une autre grande puissance qui est en train de revoir toute sa stratégie. Les États-Unis. Exactement. Oui, ça c'est un pivot majeur. Après avoir été contraints de quitter leur immense base de drones d'Agadez en 2024, le Pentagone a compris un truc. Quoi donc? Que la stratégie des grandes bases permanentes, c'est devenu un handicap. C'est trop visible, ça crée du ressentiment et ça en fait des cibles parfaites. Alors ils font quoi maintenant? Ils plient bagages et ils rentrent? Pas du tout, non, ils changent de méthode. Fini les implantations fixes. La nouvelle approche, c'est la mobilité. C'est-à-dire? Des déploiements plus petits, plus discrets, temporaires, pour des missions ciblées. Formation, soutien aux armées locales. C'est une empreinte au sol beaucoup plus légère et politiquement moins coûteuse. Ils s'adaptent en fait. C'est malin. Et ce qui est intéressant, c'est que même si officiellement les relations sont gelées avec les gouvernements militaires du Sahel, en coulisses, les lignes ne sont pas coupées. Ah non, absolument pas. La coopération en matière de renseignement, elle, continue, de manière informelle, souvent via le Nigeria voisin. D'accord. Parce qu'au final, la lutte contre l'État islamique reste une priorité commune. La diplomatie officielle est à l'arrêt, mais le pragmatisme sécuritaire, lui, survit. Et cette bataille pour les ressources, ces jeux d'influence qu'on voit au Niger, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. On retrouve des échos un peu partout dans la région. C'est un schéma qui se répète, oui. Prenez le Congo-Brazzaville. Là, ce n'est pas l'uranium, c'est le pétrole. Qu'est-ce qui s'y passe? Une société pétrolière norvégienne et ses dirigeants viennent d'y être inculpés pour corruption. On les soupçonne d'avoir versé des millions à des proches du pouvoir pour obtenir une licence offshore. C'est la même mécanique, une ressource, des acteurs étrangers, des zones d'ombre. Tout à fait. Et ces tensions autour des ressources naturelles, elles finissent souvent par alimenter des conflits beaucoup plus sanglants. C'est ce qui se passe juste à côté, en République démocratique du Congo. Oui, où la situation vient de prendre un tournant assez spectaculaire. Le chef rebelle Corneille Nangaa, qui dirige le mouvement AFC, a reconnu publiquement ce que tout le monde savait déjà. C'est-à-dire que son groupe collabore avec le Rwanda et l'Ouganda. Oui, il a parlé d'échanges transfrontaliers quotidiens. Les masques tombent. Ce n'est plus un conflit interne, mais bien une guerre régionale, par procuration, qui s'assume au grand jour. Et au cœur de cette guerre, toujours pareil, le contrôle des immenses richesses minières. Toujours. C'est un tableau assez sombre quand même, entre les attaques, les tensions géopolitiques. Est-ce qu'il y a des signes que la diplomatie peut encore fonctionner? Il y a une petite lueur d'espoir. Du côté de la Guinée, la CDEA, le grand bloc politique et économique d'Afrique de l'Ouest, vient de lever toutes les sanctions qui pesaient sur le pays. Ah oui. La Guinée est réintégrée, c'est un geste d'apaisement fort. Ça montre que la porte de la négociation n'est jamais complètement fermée, que le dialogue reste possible, même dans un contexte de rupture. D'accord, donc si on récapitule, on a cette attaque ultra audacieuse à Niamey, l'ombre du conflit sur l'uranium, un pivot stratégique des Américains et ce fond de tension régionale. Quand on assemble toutes les pièces, quel est le grand tableau?
Le tableau d'une région a un point de bascule. L'attaque de Niamey, ce n'est pas un événement isolé. C'est le symptôme d'une transformation profonde. Quoi? Premièrement, les groupes armés changent de tactique. Ils ne se contentent plus du harcèlement en brousse, ils visent le cœur du pouvoir pour un impact psychologique maximal. C'est une sorte d'urbanisation de la guérilla, en fait? Exactement. Deuxièmement, on voit que des infrastructures comme cet aéroport sont devenues des enjeux géopolitiques centraux. Contrôler ces hubs, c'est contrôler la capacité de projection de force dans tout le Sahel. Et enfin? Et enfin, tout ça se déroule sur fond de recomposition des alliances. Les anciens partenaires comme la France sont contestés, pendant que d'autres, comme les États-Unis, ils adaptent leur approche pour rester influents. C'est un grand jeu d'échecs, où toutes les pièces sont en mouvement. Et tout cela nous ramène à un paradoxe fondamental, presque vertigineux, qui est au cœur de toute cette histoire. Lequel? Le Niger, un pays qui possède des ressources aussi critiques que l'uranium et le pétrole, est systématiquement classé parmi les plus pauvres de la planète. Ça nous amène à une question qui dépasse largement la seule nuit du 28 au 29 janvier. Qui est? Comment un pays si stratégiquement riche en ressources peut-il être en apparence économiquement si démuni? Et au-delà des chiffres du PIB, quelle est la véritable nature de la richesse dans ce grand jeu des puissances mondiales? L'enjeu, ce n'est peut-être pas seulement ce qu'on possède sous terre, mais qui contrôle la manière dont on l'exploite et à qui ça profite vraiment. Une question ouverte qui résonne bien au-delà des frontières du Niger. C'est sur cette pensée que nous concluons notre analyse.